Gros épisode aujourd'hui à Parti pris. On parle du congrès de la CAQ où ils vont choisir le prochain capitaine du Titanic. On parle du mouvement communautaire à bout et de sa signification. Et de l'élection d'un socialiste autoproclamé à la tête du NPD, Avi Lewis. Bienvenue à un autre épisode de Parti pris. Aujourd'hui, je suis avec Simon Berger du comité central du Parti communiste révolutionnaire. Salut Simon. Salut Julien. Content de te revoir avec moi. Merci. Ouais, on a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la course à la chefferie de la CAQ, qui, dans un sens, c'est choisir qui sera le premier ministre avec le plus court mandat de l'histoire du Québec, potentiellement. Qui va gérer le naufrage? Oui, qui va gérer le naufrage du navire de la CAQ. Mais il y a quelque chose d'intéressant, en fait. Dans ce qui se passe autour de la course à la chefferie, c'est devenu très acrimonieux, en fait. Puis ça expose toutes les divisions au sein de la CAQ. Puis je pense que ça reflète aussi l'état du paysage politique au Québec. Puis je pense que c'est important pour nous d'expliquer tout ça, puis d'expliquer la signification que la fracturation du paysage politique au Québec a pour les travailleurs, en fait. Donc, on va commencer avec ça, la course à la chefferie de la CAQ. Qui va devenir premier ministre du Québec ou première ministre? Je ne sais pas. Le sais-tu? C'est dur à dire. Non, c'est ça. Si je le savais, si j'avais une boule de cristal, ce serait plus facile de faire de la politique. C'est quasiment aussi serré que la course aux séries dans l'Association de l'Est. Je sais que toi, c'est les sénateurs. Ils ont peut-être une chance de passer. C'est bien parti, mais on parlera de ça après le podcast. Oui, c'est ça. Ouais, dans les débuts, Christine Fréchette semblait être en avance, mais là, Bernard Drinville, il dit que c'est lui qui a l'avance, selon ses propres sondages. Bon, c'est un peu impossible à savoir. Mais un truc qui est toujours fou avec ce genre de course à la chefferie où le chef élu par le parti devient le premier ministre, c'est qu'on se ramasse avec un nouveau premier ministre que personne n'a élu, en fait, ou en tout cas pas comme premier ministre. Fait que 20 500 personnes à peu près vont choisir le premier ministre du Québec. C'est quand même assez incroyable. Ça montre un peu le problème de notre système, soi-disant. C'est quelque chose sur la démocratie sous le capitalisme. Mais allons droit au but, c'est-à-dire, c'est ça, c'est devenu très, très acrimonieux. Puis je pense que ça révèle, ça dévoile au grand jour toutes les contradictions de la CAQ que tout le monde savait qu'existaient, c'est-à-dire le fait que c'est dans le titre, c'est une coalition d'anciens libéraux, d'anciens péquistes. Fait qu'il y a des gens qui sont évidemment beaucoup plus nationalistes. Ça, c'est Bernard Drinville. Puis il y en a qui sont beaucoup plus l'économie, un peu à l'image de ce que les libéraux essaient de projeter comme image. Puis donc, ces divisions-là sont en train de s'ouvrir pleinement, en fait. Puis c'est devenu très clair qu'on a deux tendances distinctes dans cette course à la chefferie-là, en fait. Ou quand tu écoutes Bernard Drinville, notamment, tu as vraiment l'impression d'entendre Éric Duhaime. Son entrevue l'autre jour à Cogeco, le Québec maintenant, il disait « à un moment donné, le modèle québécois, les services sociaux, tout ça fait son temps, en fait. Ça a marché dans les années 60, mais là, les choses ont changé. Puis il parlait de comme ouvrir la porte au privé en santé. Il a amené lui-même le sujet dans l'entrevue de réduire le panier de services pour les demandeurs d'asile. C'est une de ses propositions les plus dégueulasses. Frapper sur des gens qui n'ont pas de moyens de se défendre. Oui, c'est ça, exact. Mais ouais, c'est ça. Donc, il joue vraiment cette espèce de carte populiste de droite, un peu à la Éric Duhaime. Donc, si Drainville l'emportait, ce serait vraiment, je pense, cette idée de couper l'herbe sous le pied à Éric Duhaime en particulier. Puis au Parti québécois aussi, par la bande, avec la question de l'immigration, la soi-disant laïcité, tout ça. Fait que il y a comme un genre de combo c'est ça, populiste de droite, pseudo-libertarien d'Éric Duhaime, avec les propositions nationalistes, identitaires, les plus crinquées possibles. C'est ça qu'il essaie de s'installer, d'aller prendre des votes de toutes ces partis-là. Puis Jolin Barrette l'a appuyé en fin de semaine, puis lui, il dit c'est l'avenir de la CAQ qui se joue, et donc ça doit être Bernard Drinville. Donc, il voit leur avenir politique dans couper l'herbe sous le pied au PQ puis au PCQ, essentiellement. Mais Fréchette, de l'autre côté, c'est clair qu'il y a un autre objectif, c'est de couper l'herbe sous le pied à Charles Milliard, en fait. Puis ça a l'air elle avait l'air d'être plus la candidate de l'establishment caquiste. Là c'est pas clair, là, c'est très divisé, comme on le voit avec l'appui de Jolin Barrette à Drainville. Mais ouais, Christine Fréchette est beaucoup plus soft sur la question, ou soft du point de vue nationaliste. Relativement plus c'est soft, ça, sur l'immigration, les questions de la soi-disant laïcité. C'est même intéressant, Fréchette, à l'époque de la Charte des valeurs en 2013, elle s'y était opposée.
Puis après ça, Charte des valeurs qui avait été proposée par qui? Par Bernard Drinville. Par Bernard Drinville, c'est ça, la première itération de l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique et tout ça. Donc, ouais, c'est ça la division à la CAQ qui reflète, en fait, la division historique dans le parti depuis ses tout débuts, en fait. Puis la CAQ a été capable de surmonter ces contradictions-là, de tenir la coalition pendant une période assez impressionnante. C'est-à-dire, ils surfaient sur les surplus budgétaires du Parti libéral. La COVID, ils se sont pas rendus massivement impopulaires en imposant de l'austérité en pleine période de pandémie. Mais là, toutes ces contradictions-là reviennent à la surface, en fait. Oui, exactement. Puis c'est drôle. C'est comme si, d'un côté, cette course à la chefferie dans la CAQ, c'est comme un peu pas important parce que la personne qui va gagner, comme on disait, va être premier ministre pendant pas très longtemps. Mais d'un autre côté, c'est important parce que ça témoigne d'un processus général qu'il y a au Québec, qui est la fragmentation politique, qui est que ces genres de grandes coalitions-là, des grandes familles politiques, mais on peut s'entendre avec une petite peinture nationaliste pour que ça tienne. Ça marche plus beaucoup, en fait, parce que les tensions dans la société sont trop grandes, fait qu'il y a trop de frustration, puis c'est difficile que ça tienne. Puis au débat... le deuxième, je pense, débat entre Drainville et Fréchette, les partisans de l'un et l'autre se sont entre-hués, tu sais. Drainville, il a accusé Fréchette de quelque chose, puis là, ses partisans, ils ont hué Drainville. Tu sais, c'est quand même intense, là. Fait que le parti, en fait, la CAQ est vraiment fragmenté, là. Puis son avenir est remis en question. Ils vont probablement se faire laver aux prochaines élections, puis après ça, on ne sait pas trop si ça va survivre, en fait. Ouais. Des prochaines élections qui pourraient être plutôt qu'on le pense aussi, d'ailleurs. Ouais. Je pense que dépendamment qui gagne, c'est entièrement possible qu'ils essayent de, pendant 1 semaine, 2 semaines, faire la grosse com, vanter le nouveau chef ou la nouvelle chef. Puis sur la base de peut-être quelques sondages positifs, entrer en élection pour sauver les meubles. L'Assemblée nationale est prorogée d'ailleurs jusqu'au 5 mai pour, soi-disant, opérer la transition et tout ça. Mais c'est possible qu'une élection soit déclenchée en mai ou juin. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, je pense que la course à la chefferie de la CAQ nous donne l'opportunité de discuter du paysage politique québécois. Puis qu'est-ce que ça signifie, encore une fois, la chute de la CAQ? Puis notamment, un truc qu'on n'a pas discuté sur ce podcast-ci, c'est la montée assez rapide de Charles Milliard et des libéraux. Puis qu'est-ce que ça signifie, en fait? Je pense qu'on devrait parler de ça. Parce que oui, d'un côté, tu as Drainville, qui, s'il gagne, lui, ça va être d'essayer de se positionner comme le nationaliste et tout ça. Fréchette, c'est couper court à Charles Milliard. Et c'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, si Fréchette gagne, il y aurait une élection plus tôt que tard, en fait, pour vraiment l'empêcher de s'organiser puis de continuer à monter. Bloquer sa montée rapide. Mais ouais, donc il y a, depuis 2 ans et demi, c'est le Parti québécois qui avait profité de la lente agonie de la CAQ, qui était premier dans les sondages, dans tous les sondages, sans exception, depuis, je pense, novembre 2023, à l'exception du dernier, du plus récent, où ils sont nez à nez avec le PLQ. Donc, vraiment, 30%, je pense. 33%, les deux. Ouais, donc les deux partis sont revenus d'entre les morts. Puis ça mérite une explication, en fait. Est-ce que tu veux commencer? Oui, c'est ça. Ben, comme on disait, fait que le PQ, d'une certaine manière, le PQ a un peu juste profité du fait que toutes les autres options étaient mauvaises. Parce que la CAQ, c'était François Legault, les attaques, etc. Le PLQ, c'était une vraie blague, là. C'est le parti de Jean Charest, c'est le parti de la corruption, l'austérité de Couillard, comme complètement décrédibilisé. Puis là, PSPP est arrivé, puis il a comme un peu ressuscité le PQ, qui avait été réduit à presque rien. Fait qu'il a profité d'être un nobody, un petit peu. Un outsider, quasiment. Dans un outsider, oui, c'est ça, comme on dit en bon français. Puis il a agi comme tel aussi, quand il y avait eu la saga autour du serment au roi après l'élection de 2022. Ils avaient, à leur crédit, tenu leur bout. Puis je pense que ça avait marqué l'imaginaire aussi. C'est ça, dans un paysage politique qui est juste plein de menteurs, puis de corruption, puis tout, quelqu'un qui tient son bout sur une question, autant symbolique soit-elle, ça marque un peu l'imaginaire, tu sais. Fait que bref, ça leur avait profité, fait qu'il y a comme une dynamique montante. Mais là, on dirait que cette dynamique-là est en train de s'essouffler, en fait, parce que, tu sais, PSPP lui-même, il avait dit « Nous sommes le gouvernement en attente ». Fait que tout le monde sait un peu « OK, le PQ va gagner », tu sais. Ou en tout cas, il y a quelques mois, c'est ça que les gens se disaient. Et ça a un peu forcé le PQ à être un petit peu plus concret dans leurs propositions, et en particulier à essayer de courtiser la classe dirigeante québécoise. Parce que le PQ, c'est pas vraiment le choix numéro 1 des capitalistes québécois. Ça l'a jamais vraiment été, en fait. Ils préfèrent les libéraux qui sont comme... ils préfèrent ne pas avoir à dealer avec les questions de référendum et de souveraineté et tout ça. Exactement. Fait que là, puis on pourra aller plus en détail là-dessus, mais c'est ça, donc le PQ est forcé d'un peu plus clarifier son programme, commence à laisser entendre des trucs, l'austérité, etc.
Et ça, ben, ils ont l'effet de outsider qui est un peu tout pour tout le monde, est en train de s'essouffler. Et maintenant, tu as un autre outsider qui est un peu tout pour tout le monde, qui apparaît sur la scène, qui est Charles Milliard. Ouais. Il est jeune, il dit « Je vais renouveler le PLQ ». C'est n'importe quoi, là. Ça reste le même vieux véhicule. Charles Milliard, il est au PLQ depuis comme 30 ans, genre. T'sais, il était là dans toutes les années, Charest, etc. C'était un militant de la base. Puis il est resté, fait que ça en dit long sur ses idées. Mais bref, il profite un peu de cet effet-là. Ça donne l'impression qu'il ça a un renouveau. Ouais, puis il a à peu près rien dit sur ce qu'il défend. C'est fou. Mais il profite des largesses du Parti québécois, en fait. Puis je pense que ce qui devient apparent, c'est... Puis ça, en fait, reculons un peu. Parlons de... La semaine passée, on a fait un épisode de Parti pris où on a parlé de l'austérité qui vient, puis de l'état désastreux des finances publiques au Québec. Le fait que la CAQ, avec son plan de retour à l'équilibre budgétaire, si le prochain gouvernement respecte ça, ça voudrait dire une austérité massive. C'est-à-dire qu'il y a un trou de 2 milliards dans les finances à chaque année. T'sais. Donc, et l'étude dont moi et Hélène on a parlé, l'étude de l'Institut du Québec, dit que le pire des compressions est à venir. Puis, on mettra le lien vers on pourra remettre le lien. Puis la croissance économique est faible, la productivité est faible. Donc, les perspectives économiques sont vraiment pas bonnes. Et ça veut dire que le prochain gouvernement va être un gouvernement qui va devoir dealer avec ça, en fait. C'est ça, peu importe qui gagne. Ouais. Puis le PQ, PSPP, ils sont pas fous, tu sais. Puis PSPP, on va le dire, il y a une certaine honnêteté sur ça, tu sais. Puis il dit, évidemment, lui, son truc, c'est l'indépendance du Québec, qui serait un gros changement. Mais après ça, quand il parle de ses politiques concrètes, effectivement, il commence à montrer de quel bord il serait. Il l'a montré dans la grève des travailleurs de la STM l'automne dernier, où il disait la prise d'otage a assez duré. Il laissait entendre qu'il serait du bord du patronat, de manière très claire, refuser d'aller au congrès de la FTQ à cause que Magali Picard est donc bien pas fine d'avoir parlé de paralyser le Québec. Puis ouais, donc, sur ces questions-là, le Parti québécois, le soi-disant parti qui a un préjugé favorable aux travailleurs, se met à dos les travailleurs. Il y a aussi le fait que la souveraineté avec les simagrées de Donald Trump, c'est sûr que ça en refroidit quelques-uns. Peut-être que ça joue contre le PQ, mais je pense que de manière générale, le PQ promet pas grand-chose d'autre que l'indépendance. T'sais, ils disent, même sur la question des services sociaux, j'écoutais une entrevue hier de PSPP où il dit, ben tu sais, le monde a perdu confiance. Il ne croit pas quand on parle de rétablir le système de santé. Les promesses de Legault, ça n'avait pas de bon sens. Il a raison. Donc moi, je promets d'arrêter le déclin. C'est pas particulièrement inspirant. Ouais. Puis il aussi se base en disant on va couper dans la bureaucratie, il y a beaucoup trop de bureaucrates pour injecter de l'argent dans les services. Puis ça, c'est jamais arrivé. À chaque fois qu'un parti tient le langage de couper dans la bureaucratie, ce qui arrive, c'est de l'austérité qui a un impact sur les services. Dans le cas de François Legault, c'est le cas de Pauline Marois, on en a discuté la semaine passée. Donc oui, comme tu dis, à mesure que le PQ agit comme un gouvernement en attente, ben, il montre qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en fait. C'est ça. C'est comme si ça aurait quasiment été mieux pour eux de devenir populaire plus tard, tu sais, pour pas qu'il y ait eu toute cette phase-là. Mais oui, c'est ça, tu sais, les gens, ils souffrent, il y a la crise du logement, il y a la hausse du coût de la vie, il y a plein d'affaires. Les gens souffrent, puis ils veulent des réponses, puis là, t'as quelqu'un qui dit, ben, je vais juste colmater la brèche, je vais arrêter le déclin, tu sais, des services. J'ai pas vraiment rien à proposer pour vous aider. Fait que c'est normal que ça inspire pas tant que ça la population. Puis que, ben, c'est ça fait de la volatilité. Il y a pas une option politique au Québec qui est comme, OK, ça, c'est l'option qui, en ce moment, galvanise tout le monde. Puis ça laisse l'espace pour des nouveaux phénomènes comme Charles Milliard qui est monté quand même rapidement dans les derniers mois. Oui, puis Charles Milliard, en fait, c'est ça. À mesure que le PQ se met le pied dans la bouche, dévoile ses cartes, puis dévoile qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer à part l'idée d'un référendum qui, même ça, s'est rendu vers la fin de leur mandat. Ça donne une ouverture à quelqu'un comme Charles Milliard. Puis Milliard, c'est intéressant parce que lui non plus, il n'a pas dit grand-chose. C'est un peu comme quand le PQ, comme tu as dit, quand le PQ avait monté après la chute de la CAQ vers 2023. Mais là aussi, si on regarde le peu qu'il a dit, puis connaissant évidemment l'historique du Parti libéral, ben il ne faut pas se leurrer non plus. C'est-à-dire, le Parti libéral, nouvelle mouture, c'est pas radicalement nouveau du Parti libéral qu'on a connu sous Couillard et Charest. Milliard lui-même, il dit qu'il veut un retour à l'équilibre budgétaire dans un premier mandat. S'il veut dire ce qu'il veut dire, c'est qu'il va s'en tenir au cadre de la CAQ, qui va signifier une austérité potentiellement pire que celle de Philippe Couillard. Puis il y avait 10 milliards
avec l'état des finances publiques, je pense qu'il faut qu'on soit plus rationnel avec les finances publiques. Il va falloir qu'on fasse des choix difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire l'austérité. C'est d'une évidence. Ouais, non, absolument. Il parle de redresser les finances publiques. Puis ouais, je pense qu'ils essaient de le présenter comme une espèce de Mark Carney, là, celui qui va soulever le Parti libéral puis couper l'herbe sous le pied au PQ à la manière de Carney, ce qu'il a fait à Pierre Poilievre. Mais dans tous les cas, je pense que ce qui apparaît ici, c'est que tant les libéraux que le PQ, s'ils prennent le pouvoir, pourraient devenir un gouvernement extrêmement impopulaire beaucoup plus tôt que ce qui est arrivé avec la CAQ, en fait, parce qu'ils héritent d'une situation économique désastreuse, amplifiée par la crise commerciale. Puis il n'y a pas de solution facile sous le capitalisme, en fait. Il n'y en a pas de solution. Puis ils l'admettent comme à demi-mot. Mais moi, je m'attends personnellement à une campagne électorale assez malhonnête, en fait, parce que l'austérité est à l'ordre du jour. Tout pointe vers ça. Mais c'est extrêmement impopulaire de le dire. Fait qu'il faut le dire autrement, redresser les finances publiques, tout ça. Donc, ouais, les deux partis, sur leur programme économique, il y a une différence radicale, évidemment, au niveau de la question nationale, mais sur le programme économique, ils sont très semblables, en fait. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis que le nouveau gouvernement serait immédiatement gouvernement de crise, etc. Puis je trouve que ça nous permet de comprendre c'est quoi le cycle politique là, dans lequel on rentre, parce que on en a déjà parlé. Fait que la CAQ, c'était une coalition, puis ils ont réussi un peu à mettre en sourdine le fameux débat PQ-PLQ éternel, qui a duré pendant des décennies au Québec. Puis là, la coalition s'effondre, ça ne fonctionne plus. Certaines personnes en surface pourraient penser « Ah, on est juste en train de revenir à la normale, ça va être le PQ puis le PLQ. Mais c'est pas ça du tout, parce que, premièrement, les deux, leur programme est très, très similaire, mais aussi, dès qu'un des partis prend le pouvoir, ça va être la crise, ça va être la lutte, puis tout le matériel qui crée la volatilité, qui mène à de la montée des Éric Duhem, puis ce genre de patente-là, il est encore là. Fait qu'on c'est pas juste un retour au début des années 2000, au contraire. C'est vraiment... Oui, on revient à PQ, PLQ, mais c'est un tout autre paysage politique. Ouais. Puis je pense là-dedans, il y a quelque chose d'autre à dire qu'on a souligné par le passé sur ce podcast. C'est les trois principales options. Si on exclut la CAQ, mettons, prenons pour acquis qu'ils vont faire un mauvais résultat à l'élection, il y a le PCQ qui monte, qui pourrait avoir sa première percée, c'est possible. Le Parti libéral, le PQ sont nez à nez avec un programme très similaire à part la question nationale. Ça dit deux choses, en fait. Ça dit quelque chose sur la nature de l'époque. Puis ça, c'est quelque chose que PSPP disait dans son entrevue. C'est sa fameuse entrevue avec Alexa Lavoie de Rebel News. Bon, drôle de choix, mais bon. Il disait, il parlait de où est-ce que le PQ se situe politiquement. Puis il disait par le passé, des fois, c'était plus à gauche, c'était plus à droite sous Lucien Bouchard. Puis lui, il dit, moi, je suis un social-démocrate, mais en même temps, à l'époque actuelle, il faut l'admettre, la bureaucratie est trop grosse, il faut couper. Puis si ça veut dire que les gens me qualifient comme à droite, je m'en tape. C'est quelque chose comme ça qu'il a dit. Mais ce que ça dit quelque chose sur le système capitaliste, en fait. Puis comment le système impose des limites à ce que les gouvernements peuvent faire. Ils sont tous soumis à la dictature des marchés, à la dictature du capital, essentiellement, la dictature des agences de notation de crédit qui vont baisser la cote de crédit du Québec s'ils continuent à faire des déficits, les riches qui vont jamais accepter de se faire taxer. Il y a un système capitaliste qui met constamment une pression sur l'État-providence, sur les services sociaux. Puis à l'époque actuelle, c'est ça la nature de l'époque, c'est-à-dire de couper dans les programmes sociaux, couper dans l'État-providence qui a été gagné de haute lutte par les travailleurs. Puis c'est ça que ça reflète, le fait que quand on regarde de plus près ce que le peu que les libéraux disent, le peu que le PQ disent, se ressemblent quand vient le temps de parler des besoins de la classe ouvrière. Oui, puis ce passage-là de l'entrevue de Rebel News dont tu parlais, il y a un truc aussi que PSPP a dit qui m'a marqué. Là. Je trouve que ça en dit sur la nature du capitalisme, mais aussi de la social-démocratie, en fait. Il parlait de René Lévesque, tu sais. René Lévesque est plus vu comme une figure de gauche, etc. Mais vers la fin de son gouvernement, quand les syndicats ont commencé à être complètement fous, je ne sais plus trop le terme qu'il a utilisé. Ils sont allés trop loin, quelque chose comme ça. Ils sont allés trop loin, ils exagèrent. En gros, ils voulaient comme avoir des bons salaires. Les syndicats, ils ont vraiment exagéré. Ben là, on pourrait dire qu'ils étaient plus à droite. Ouais. Puis il fait référence à la loi Matraque, dans le fond, les lois spéciales de 83, que le PQ. Exactement. Fait que c'est ça, en fait, la social-démocratie qui accepte le capitalisme. On promet des trucs, peut-être qu'on est capable de donner des réformes quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, pas de problème, on va tourner à droite. Puis c'est ça l'époque dans laquelle on vit. Voilà. C'est ça son modèle, donc c'est ça qui va arriver. Ouais, ça illustre la crise de la social-démocratie qui, en période de crise,
économique, capitaliste, et pas capable de donner des réformes. T'sais. Mais nous, on ne devrait pas accepter ça. En fait, l'argent, il y en a plein d'argent. Il y en a plein de ressources pour satisfaire tous les besoins des travailleurs, pour construire des logements sociaux abordables, rebâtir les services publics. Mais c'est empêché par les limites du capitalisme. Puis un autre truc dont on n'a pas parlé, l'autre point où je voulais nous amener, c'est Québec solidaire. C'est-à-dire un truc dont on a parlé par le passé. On pourrait se dire que c'est la situation rêvée pour une option résolument à gauche, qui a critiqué le capitalisme par le passé, qui critique le 1%, les riches qui s'en mettent toujours plein les poches. La situation est ouverte. La CAQ s'est effondrée. Mais c'est pas ça qui s'est passé du tout. C'est-à-dire QS... en fait, il y a une lutte interne dans QS entre est-ce qu'on est un parti de gouvernement modéré qui fait des propositions soi-disant réalistes, essentiellement d'essayer de se présenter comme une option réaliste aux yeux de la classe dirigeante, et l'idée d'être un parti qui rompt avec le système capitaliste. Puis ça, je dirais, il n'y a personne qui a défendu ça dans QS, mais récemment, mais il y a toujours eu cette tension-là. Puis ça a éclaté au grand jour avec la démission de GND, la démission de Christine Labrie, celle de Vincent Marissal. Pas la démission, mais plutôt ses commentaires. Son expulsion. Oui, Marissal, mais Christine Labrie, c'était plus ça, je me présenterai pas. Ah, la gauche est donc bien exigeante, tout ça. Fait que QS est en miettes, en fait. Puis je pense que c'est à cause que GND a, toute proportion gardée, réussi à faire de QS une option relativement modérée, qui a juste l'air d'un PQ un petit peu plus à gauche. T'sais. Fait que le QS est devenu une espèce de blague que personne ne prend vraiment au sérieux. Oui, parce que c'est quoi que ça crée comme conséquence là, d'avoir ce genre de contradiction interne puis d'être en lutte contre toi-même, finalement? Ça fait qu'à chaque fois que le parti essaie de proposer quelque chose qui est un petit peu radical, en gros guillemets, ben là, ils se font attaquer par, je sais pas, les commentateurs de droite, par les autres politiciens. Puis ils reculent un petit peu. Ouais. Ils disent « Ah, mais c'est pas exactement ça qu'on voulait dire. » Puis on l'a vu de plein de manières. Et donc, oui, c'est les politiques concrètes qui proposent, mais c'est aussi l'attitude. Ils sont perçus comme du monde qui n'a pas de colonne. Ouais. Puis quand il y a des problèmes sociaux, puis ça va pas bien, puis on veut des gens qui règlent des problèmes, ben du monde pas de colonne. C'est pas ça qu'on a besoin, tu sais. Puis c'est pour ça que QS est complètement dans le fond des sondages, tu sais. Puis il va falloir qu'ils travaillent pas mal pour changer cette image-là, tu sais. Ouais, puis moi, le dernier truc que je dirais là-dessus sur le paysage politique québécois en ce moment, c'est, OK, bon, on est communiste, on s'en cache pas. Qu'est-ce qu'on a à dire, puis c'est quoi les perspectives? Ben, effectivement, le paysage politique a jamais été aussi fracturé. Puis c'est à peu près impossible de dire qui va gagner la prochaine élection, ça va-tu être minoritaire, majoritaire. Mais je pense que ce qui est certain, c'est que, comme on l'a dit déjà quelques fois, ça va être un gouvernement de crise qui peut se rendre massivement impopulaire en imposant l'austérité dès le jour 1, où il n'y aura pas grand marge de manœuvre, en fait. Et donc, il ne risque pas d'avoir la lune de miel dont la CAQ a profité. Puis ça veut dire aussi que il y a, je pense, une grosse couche de travailleurs, de jeunes, qui se reconnaissent dans aucun des partis. C'est-à-dire, il n'y a rien qui les enthousiasme particulièrement. Fait que ironiquement, ce paysage politique-là, où 3 partis ont des idées assez similaires, vont attaquer la classe ouvrière d'une manière ou d'une autre, ça ouvre la porte aux idées communistes, en fait. Puis il y a un espace politique pour expliquer patiemment la nécessité de renverser le capitalisme, le fait que la nécessité d'un parti des travailleurs aussi, c'est ça qui manque cruellement au Québec depuis toujours. Un parti, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. QS aurait pu l'être, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas présentement. Donc, il y a ce besoin-là d'un parti qui représente authentiquement la classe ouvrière. Puis je pense qu'on peut avancer ces idées-là dans le mouvement et connecter avec une couche qui va rapidement être désillusionnée, peu importe c'est qui prend le pouvoir, en fait. Oui, pour rajouter à ce que tu dis, il existe une contradiction énorme et grandissante entre les représentants politiques puis le mood, l'humeur dans la société. Les gens sont pas juste tannés. Il y en a qui commencent à se battre, puis on va en parler à notre prochain point, je pense. Les gens, ils s'activent, puis ils parlent de crise du logement. Tu regardes les nouvelles, il y a du monde qui vient de cambrioler l'épicerie métro. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette anecdote. Puis les gens, il y avait plein de monde qui était sympathique à ça. Fait que c'est le genre d'ambiance qu'il y a au Québec, mais quand tu regardes le paysage politique, c'est nullement représenté. Absolument pas représenté. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, il y a un vide qui peut être comblé par des idées qui correspondent avec ces aspirations-là des gens. Puis ça, ce sont des idées révolutionnaires. Ce sont des idées qui expliquent que le problème, c'est le système. C'est ça la perspective pour les communistes, c'est de commencer à construire, en fait, ou continuer à construire
cette option politique qui correspond avec les aspirations de la classe ouvrière, des jeunes, de la population. Oui, c'est ça. Puis l'autre point qui est relié, puis en fait, ça, c'est une perspective immédiate, c'est le fait que le prochain gouvernement va avoir tout un casse-tête politique, pour citer l'étude de l'Institut du Québec, c'est-à-dire ils vont devoir choisir où couper, choisir sur quoi focusser essayer de focusser sur les missions essentielles de l'État. Bon, ça va être extrêmement difficile. Puis ils vont devoir faire avaler des coupes et des compressions à la population. Mais ça va amener une réplique aussi, des luttes. Puis c'est là où je veux nous amener. Tu nous alignais dans ce point-là. Le mouvement communautaire à bout. On en a parlé brièvement à l'épisode de la semaine passée, mais ça mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Parce que je pense que c'est extrêmement significatif. On peut pas... Ouais. L'erreur serait de sous-estimer l'importance de cette lutte-là qui vient de se passer sous nos yeux, parce que c'est un produit direct de la situation qu'on vient de décrire, en fait. Est-ce que tu veux nous lancer sur le sujet? Oui, bien sûr, les conditions dans le milieu communautaire, dans les organismes communautaires, sont pas bonnes depuis longtemps. Ce sont des gens qui font beaucoup avec peu de ressources. Ils sont sous-financés, c'est des gens qui sont très dévoués envers toutes sortes de communautés. Il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai appris, c'est 1 Québécois sur 3 qui est usager d'organismes communautaires, qui va bénéficier. Ouais. C'est incroyable. C'est le filet social que l'État n'est pas capable de fournir. C'est la dernière ligne de défense pour les gens qui ont le plus de difficultés, de problèmes en tout genre. C'est ça. Puis là, c'est rendu 33% de la population. Exact. C'est supposé d'être la dernière ligne de défense, mais dans les faits, ils tiennent à bout de bras une grosse partie du Québec avec très peu de ressources. Fait que ça, c'était le contexte général. Mais là, ça s'empire. Ça s'empire parce que le financement n'augmente pas à la hauteur de la mission, mais aussi parce que les conditions s'empirent. La crise du logement s'empire, la toxicomanie, etc. Il y a plein de problèmes sociaux. Voilà, donc... Là, à un moment donné, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase. C'est même pas un accident spécifique. C'est juste, à Shawinigan, il y a une gang d'organismes communautaires qui ont dit, là, c'est assez, il faut qu'on résiste, il faut qu'on s'organise. Ils ont créé ce mouvement-là, communautaire à bout, pour revendiquer un meilleur financement, un financement à la hauteur de la mission, dans le fond. Et rapidement, ça s'est propagé dans le reste de la Mauricie. Après ça, je pense que c'est au Saguenay. Puis là, éventuellement, c'est un peu partout au Québec. Puis il y a, je pense, 1600 ou en tout cas plus que 1000 différents organismes au Québec qui avaient un mandat de grève à la fin du mois de mars. T'sais. Fait que ça s'est répandu très vite en quelques mois. Fait qu'on voit que la colère, elle est vraiment énorme. Puis peut-être juste pour donner des chiffres, fait que dans le budget 2026, le gouvernement a ajouté 20 millions à son enveloppe annuelle qui donne aux organismes communautaires, qui verse aux organismes communautaires. Puis ça, 20 millions de plus, c'est l'équivalent de 6 000 $ par organisme. Puis comme en moyenne, un organisme communautaire a 12 employés, c'est-à-dire en moyenne 500 $ par employé. Fait que ce monde-là qui sont payés des peanuts, tu n'augmentes pas leurs conditions de travail, puis tu n'augmentes certainement pas les services avec cet argent-là. Fait que bref, c'est vraiment insuffisant. C'est une claque d'en face. Ouais, puis il parle aussi d'un écart salarial de 43% entre les travailleurs du milieu communautaire et ceux du reste du Québec. C'est fou. Puis il parle aussi d'un manque à gagner. Ça prendrait un réinvestissement annuel de 2,6 milliards pour maintenir le milieu communautaire. Puis ce qui est fou aussi, c'est que plein de travailleurs du milieu communautaire doivent eux-mêmes avoir accès à des services communautaires à cause de leurs conditions difficiles. Des banques alimentaires et tout ça. Fait que tu as vraiment une crise parfaite qui s'est créée dans le milieu communautaire. Puis c'est là où c'est significatif parce que c'est le clash direct entre l'austérité, les coupes, le sous-financement et les besoins criants et montants dans la population. Parce que la crise du logement, la crise du coût de la vie crée inévitablement de la pauvreté, des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale, pas assez d'argent pour l'épicerie. Fait que les besoins montent et l'enveloppe descend avec l'inflation et tout ça. C'est une double crise. Oui, c'est ça. Donc c'est dans un sens la lutte du communautaire à bout. Puis c'est ça, une grève de 2 semaines, une manif de quoi? Nos camarades à Québec disaient qu'il y avait 10 000 personnes à Québec devant l'Assemblée. Puis aussi, ils parlaient d'une manif extrêmement, comment je dirais, énergique. Ils parlaient même aussi, ils entendaient des gens huer le Parti québécois qui était sur place. Ça, je trouvais ça intéressant comme anecdote. C'est-à-dire, il y a une couche qui réalise que le PQ... Déjà. Oui, c'est ça, ils n'ont pas grand-chose à montrer non plus. Puis eux aussi, ça a été un parti de l'austérité dans les années 90 et 2010. Mais oui, donc c'est un aperçu de ce qui s'en vient, cette lutte-là. Oui, puis d'autres
éléments, je pense, qui... Tu sais, moi, je trouve ça très inspirant parce que les travailleurs du communautaire, ils travaillent avec des gens super vulnérables, tu sais, différentes populations, marginalisées, etc. Fait que faire la grève, arrêter leur service pendant 2 semaines, c'est quand même pas rien, tu sais. Ça a un impact. Puis il le disait en entrevue, j'ai écouté une entrevue, Tout le monde en parle, comme on fait pas la grève de gaieté de cœur. Je pense que jamais les travailleurs font la grève pour le plaisir, tu sais, évidemment. Mais c'est comme intense. Puis en plus, le milieu communautaire, de ce que j'ai vu, n'a jamais fait une grève comme ça, là, de prolonger 2 semaines dans l'histoire du Québec. Il y a eu des grèves tournantes, des genres de mesures comme ça. Fait que c'est vraiment qualitativement différent. C'est historique, en fait. Ouais. Puis, comme on l'expliquait, c'est du monde de quelques organismes qui ont commencé à s'organiser par eux-mêmes. T'sais. Fait qu'il y a comme cet aspect de, ben là, c'est assez, on prend les choses en main. Ce qui est quand même très significatif. Là. Ça, c'est l'embryon des révolutions, que les gens ordinaires disent, on prend les choses en main. Fait que ça, c'est assez inspirant, je trouve. Puis tu as souligné quelque chose d'important. C'est souvent comme ça, des mouvements sociaux quelconques, ça part peut-être d'un endroit inespéré. Moi, que ça commence à Shawinigan, puis ça s'étend comme une traînée de poudre. C'est intéressant en soi, qu'il y avait cette colère-là sous la surface qui trouve un point par lequel s'exprimer, en fait. Puis je pense que c'est ça que ça exprime le mouvement communautaire à bout. Puis les 10 000 personnes à Québec, je suis pas mal sûr qu'il n'y avait pas juste des travailleurs du milieu communautaire, en fait. Exact, c'est ça. Donc, en ce sens-là, ce mouvement-là, c'est juste les tout débuts, les premiers balbutiements, mais ça exprime toute cette colère-là qui gronde au Québec. Puis moi, un autre truc que je dirais, c'est... on en a parlé aussi dans des épisodes précédents. Magali Picard, en novembre, Magali Picard, la présidente de la FTQ, qui parlait de paralyser le Québec, de grève sociale. Ouais. Ben, il y aurait une opportunité de bâtir... De s'appuyer sur ce mouvement-là puis de bâtir quelque chose de plus gros qui unit et qui mobilise une plus grosse partie de la classe ouvrière. Les travailleurs syndiqués et tout ça, et les non-syndiqués aussi d'ailleurs, il y aurait la possibilité d'une grève sociale, d'une grève beaucoup plus large bientôt, en fait. Mais les dirigeants syndicaux ne lèvent pas le petit doigt, en fait. Puis s'ils avaient une once de la créativité puis de la combativité qu'on voit dans le communautaire, ben, il y en aurait une grève sociale au Québec. Ouais, le 29 novembre dernier, il y a eu une manif intersyndicale à Montréal. J'y étais, le PCR y était. Puis c'était dynamique, là. Le monde, il voulait se battre. Puis il y avait comme une genre de promesse que ça continuerait. Puis c'est ça, il y avait l'idée d'une grève sociale pour le 1er mai. Puis après ça... Silence radio. Silence radio. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Rien, en fait. Même la manif annuelle des syndicats, ça a comme pris du temps avant qu'elle soit annoncée. Fait que c'est fou, là. Il y a une contradiction, encore une fois, entre la base, la population, là, c'est les travailleurs syndiqués dans ce cas-ci, mais c'est vrai partout, et la bureaucratie syndicale, en fait. Puis il devrait prendre exemple, je pense, sur le mouvement communautaire. Parce que les conditions dont on parlait, ils sont pas assez payés, il y en a qui doivent aller dans des banques alimentaires, la crise du logement, la crise sociale s'empire. Ben, c'est tous les travailleurs là, qui vivent ça. Là. Des infirmières vivent ça, des travailleurs dans le secteur privé vivent ça. Fait que c'est généralisé. Ouais. Il y avait une des porte-paroles de communautaire à bout, elle disait « On va se le dire au Québec, on a eu des gains quand le peuple s'est levé. » Puis des paroles comme ça sont absolument vraies. Puis c'est ça qu'on a besoin au Québec, de se préparer à une lutte contre toute tentative de faire des compressions, d'attaquer les services, d'attaquer la classe ouvrière. Puis c'est ça qui nous attend. Puis l'autre truc que je dirais, c'est que cette lutte-là, c'est, oui, un aperçu de ce qui s'en vient, mais aussi un aperçu du clash entre le système capitaliste puis les besoins de la société, en fait, où tu as cette poussée vers l'austérité, les compressions, la réduction de l'État-providence, le fait que le capitalisme n'est plus capable de maintenir l'État-providence, veut pas l'intention de taxer les riches pour y arriver, veut au contraire rendre le Québec plus favorable à l'investissement, attaquer les syndicats. Donc, tu as cette poussée-là qu'exige le système capitaliste et les besoins sociaux qui grandissent. C'est incompatible, en fait. Puis ça pointe vers l'idée de renverser le système, en fait, de changer de système. Donc, difficile de dire si le communautaire va avoir des concessions. Ils demandent, en fait, une de leurs demandes, c'est une table de négociation avec le gouvernement parce que ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de... Les relations entre le communautaire et le gouvernement ne sont pas aussi établies ou standardisées que le milieu syndical, par exemple. Puis moi, je pense que ça va être extrêmement difficile d'avoir des concessions dans les conditions économiques actuelles. Mais ce vers quoi ça pointe, c'est la contradiction entre les besoins du système capitaliste puis les besoins du monde ordinaire. T'sais. Puis à travers ces luttes-là puis cette expérience-là, ben, le constat grandit que c'est le système capitaliste qui est le problème, en fait.
Ouais, je pense que ce n'est que la pointe de l'iceberg dans le sens que plein d'autres couches des travailleurs ont les mêmes problèmes, mais ce n'est aussi que la pointe de l'iceberg dans le sens que c'est juste le début. Ça va continuer ce genre de lutte-là dans les prochaines années. Puis si je peux faire juste un point rapide sur le milieu communautaire, pour l'avoir un peu étudié, tu sais, c'est né dans les années 60-70, puis il y avait vraiment un peu ce projet que c'est les citoyens eux-mêmes qui prennent en charge leurs services, leurs besoins, etc. Il y a comme un genre de projet de démocratie populaire, on va dire démocratie ouvrière. Puis je pense que c'est entre autres pour ça que l'État ne souhaite pas financer ou ne prend pas au sérieux les organismes communautaires. Premièrement, ils n'ont pas les ressources, comme tu expliquais, à cause de la nature du système capitaliste, mais aussi c'est que genre la promesse du mouvement communautaire peut juste être réalisée dans une société où la population peut vraiment décider, tu sais. Mais il se retrouve face à un État qui représente qui? Qui représente les patrons, qui représente les banquiers, qui représente ce monde-là. Évidemment qu'il n'y a pas un dialogue normal, tu sais. Fait que il y a ce mouvement-là pour avoir un meilleur financement, mais aussi, je pense que le mouvement communautaire dans son ensemble, il pointe dans la direction d'une autre société complètement différente, tu sais. Puis je pense que ces traditions-là, il y en avait là, des socialistes, des communistes dans le mouvement communautaire dans ses débuts, sont en train d'un peu de revenir, même inconsciemment, parce que c'est nécessaire, c'est ça, objectivement, dans la direction dans laquelle ça va. Tu sais. Ah, c'est un point vraiment intéressant. Mais aussi, c'est là qu'on voit qu'il y a des limites au poids économique d'une grève du communautaire, en fait. Parce que 2 semaines de grève en construction, immédiatement, il y aurait une réaction du gouvernement qui aurait écrasé la grève et tout ça. Ils peuvent se permettre une grève du communautaire. C'est-à-dire, et donc, ça pointe vers l'idée de mobiliser l'ensemble de la classe ouvrière dans un mouvement pour changer de système, en fait. Exactement. Le mouvement communautaire, c'est une partie du mouvement ouvrier, en réalité, puis on devrait lutter tous ensemble. Mais parlant de système capitaliste, parlant de changer de système, on a un changement au NPD. C'est drôle de saut, peut-être. C'est ça. Qui l'eût cru? Ouais, j'ai essayé de faire le lien entre les deux. Bon, ça n'a peut-être pas marché tant que ça. Bref, j'aimerais qu'on parle maintenant de notre troisième sujet, qui est le nouveau chef du NPD, Avi Lewis, du NPD fédéral, évidemment, qui est un sujet qui a passé un peu inaperçu au Québec. C'est souvent le cas de la politique fédérale pour plein de raisons. Mais c'est significatif du point de vue des travailleurs, du point de vue de la lutte contre le système capitaliste. Il y a quelque chose de significatif qui se passe ici, qui mérite qu'on l'analyse, puis qu'on explique qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Donc, oui, il y avait et puis je dis ça a passé inaperçu au Québec. La course à la chefferie du NPD n'a pas été couverte beaucoup au Canada anglais non plus. Là. Le NPD a eu le pire résultat de son histoire aux élections de 2025, 6 ou 7%. 7 députés, ils sont maintenant rendus à 6. Le parti n'a jamais été dans un état aussi pitoyable. Donc, la course à la chefferie était relativement passée sous le radar. Mais là, il y a eu un intérêt parce que Avi Lewis, c'est quelqu'un qui se dit un socialiste autoproclamé, il était critique du système capitaliste. C'est le mari de Naomi Klein, qui est une autrice qui a écrit des livres contre le capitalisme et tout ça. Il y en a peut-être qui la connaissent. Puis ça, c'est un changement important par rapport à la direction générale du NPD depuis des décennies. Donc, ça mérite qu'on s'y attarde. Veux-tu nous lancer sur le sujet? Ouais, c'est ça. Fait qu'Avi Lewis, Avi, peu importe, il se voit comme un socialiste. On pourrait dire une de ses inspirations, c'est genre Zoran Mamdani. Ouais, il a ouvertement parlé de s'inspirer du maire socialiste de New York. Exact. Fait que c'est ce genre de socialisme-là dont on parle. C'est comme c'est pas des communistes, c'est pas vraiment des révolutionnaires, mais ils ouvrent la porte à poser plein de questions sur le système capitaliste. Puis en particulier, Avi Lewis, il parle beaucoup d'entreprises publiques. Par exemple, il propose qu'il y ait une entreprise de télécommunications publique pour faire concurrence aux grandes entreprises privées, pour faire baisser les prix. C'est ça son but. Même chose qu'il y ait des épiceries publiques. Etc. Puis on pourrait en parler. Il y a des choses à dire là-dessus. Mais dans tous les cas, ce qui arrive, c'est que ça ouvre un débat, en fait, qui est comment ça se fait qu'il y a des gros monopoles ou quasi-monopoles, les épiceries, Bell, Vidéotron, tout ce genre d'affaires-là, qui peuvent se faire des profits gigantesques sur notre dos en nous donnant des services de moins en moins bons. Peut-être qu'on devrait comme contrôler ces choses-là. Puis, tant qu'à contrôler ces choses-là, pourquoi pas contrôler tous les grands aspects de l'économie qui sont nécessaires à la vie humaine? Ouais. Fait que ça ouvre vraiment la porte vers des choses intéressantes, mettons. Ouais. Puis, un truc que j'ai remarqué, c'est à chaque fois qu'il y a un politicien plus à gauche, anti-establishment, qui se dit socialiste, qui gagne un certain attrait, tout de suite, tu as un barrage
d'insultes, d'exagération. C'est comme, oh mon Dieu, le ciel va s'effondrer. Puis tu as vu ça un peu dans les médias, surtout anglophones, qui disaient, puis les politiciens ici et là au Canada, qu'on dit, je pense que c'est Daniel Smith qui a dit, he's pretty communist. C'est un communiste. Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, qui dit, il veut nationaliser la moitié de l'économie puis détruire l'autre moitié. Quelque chose comme ça. Fait que, c'est n'importe quoi. Il s'est fait traiter de communiste dans certains médias anglophones. Donc, il y a cette grosse exagération. On a Avi Lewis qui va détruire l'économie par ses propositions irréalistes et tout ça. Puis il y a même ceux aussi qui disent que ça va détruire le NPD. Puis ça, c'est fort de café, parce que le NPD, il est déjà il au s'est tapis. pas mal détruit lui-même. Mais la question, c'est pourquoi, tu sais. Puis ça nous donne la clé sur ce que représente Avi Lewis, parce que depuis des décennies, le NPD, qui était un parti... la raison aussi pourquoi on en parle, c'est que c'est un parti qui historiquement a été créé par le mouvement ouvrier, anglo-canadien surtout. Ça n'a pas percé au Québec pour des raisons qu'on n'a pas le temps de parler, mais donc c'est le parti qui était organiquement lié au mouvement ouvrier, au syndicat, à l'histoire du mouvement socialiste au Canada. Donc ça représentait quelque chose de différent, une tentative de percer le monopole des conservateurs puis des libéraux sur la politique canadienne, puis d'être une voix de la classe ouvrière. Mais au fil des décennies, c'est tourné à droite constamment. Puis c'est... avec l'idée d'être plus modéré, faut pas être trop utopique, tout ça, le socialisme et tout ça. Puis il avait même été jusqu'à enlever les références au socialisme de la constitution du parti en 2013. Ça, c'était sous Thomas Mulcair. J'en ai long à dire sur lui. Mais bref, puis donc il a emmené le NPD à devenir à peu près impossible à distinguer du Parti libéral, en fait. L'exemple le plus frappant, ben là, il y a leur récente déconfiture complète aux élections, mais aussi en 2015, alors que c'était Mulcair qui était chef du NPD, le NPD avait des bonnes chances de gagner les élections. Il était premier dans certains fédérales. sondages. Ouais. C'est ça, il était premier. Les conservateurs de Harper étaient détestés. Imaginez ce que ça aurait changé quand même. C'est quand même fou, un gouvernement, premier ministre du Canada, du NPD, c'était jamais arrivé. Puis là, la logique, c'était, OK, on se rapproche du pouvoir, donc il faut se recentrer. Ouais. Il faut qu'on aille chercher des votes à droite, tellement que Justin Trudeau, ce fameux Justin Trudeau, qui était pas élu à l'époque, il a pu faire campagne à gauche du NPD, puis il a gagné l'élection, parce qu'il était perçu par les gens comme étant un vrai changement. On sait ce que ça a donné. Mais c'est ça, fait que c'est comme... C'est complètement, ils se sont tirés dans le pied. C'est vraiment une stratégie de l'échec. Mulcair parlait d'équilibrer le budget. C'est le langage de la droite, c'est le langage de l'austérité. C'est incroyable. Puis c'est d'ailleurs assez incroyable les remarques de Tom Mulcair sur la victoire d'Avi Lewis. Il y avait un long article dans le Journal de Montréal par Tom Mulcair où il disait que Avi Lewis, c'est quelqu'un qui a des idées socialistes d'une autre époque. Il reprend l'idée qu'on entend sur les campus, abat le capitalisme. Très bonne idée. Oui, c'est ça. Seulement, c'est pas tout à fait vrai, on y reviendra. Mais bref, pour lui, Avi Lewis, c'est le socialisme et tout ça. Mais le pire dans son article, selon moi, c'est qu'il disait c'est que il sous-entend que le NPD a perdu l'élection 2015, notamment à cause de Avi Lewis. Ça, le contexte, c'est qu'à l'été 2015, je pense en septembre, Avi Lewis et d'autres militants de gauche avaient lancé le Leap Manifesto, ce qui se traduit le manifeste du bon en avant, quelque chose comme ça. C'était un document qui parlait de sortir des énergies fossiles et tout ça. Ça critiquait le capitalisme sans vraiment le nommer. Puis c'était signé par des intellectuels et des gens associés au NPD. Fait que c'était comme dans l'orbite du NPD. Puis Mulcair sous-entend que c'est ça qui aurait nui à l'élection du NPD en 2015. C'est complètement faux. C'est n'importe quoi. Puis c'est n'importe quoi. J'avais une anecdote, une camarade, une membre du PCR qui me disait, elle est maintenant membre depuis plusieurs années, elle dit, en 2015, j'avais 18 ans, j'ai voté pour les libéraux parce que je voyais pas de différence avec le NPD. Puis un autre camarade qui me disait que son père, en 2015, avait été à un meeting du NPD, un meeting électoral du NPD, puis il dit, il avait écouté le discours de Mulcair, puis il avait trouvé ça complètement vide, fake, puis il n'était plus jamais allé à un meeting du NPD. Ouais. Fait que non, Mulcair a juste lui à blâmer pour sa défaite en 2015 et non pas les soi-disant socialistes du NPD. Mais le fait que du monde comme Mulcair, parce que là, évidemment, Daniel Smith, première ministre conservatrice d'Alberta, évidemment, ce monde-là vont critiquer quelqu'un qui parle de socialisme. Bien sûr. Bon, on le sait. Mais du monde comme Mulcair, fait que l'ancienne bureaucratie du NPD, soi-disant de gauche, parce que c'est le NPD, que eux les attaquent, c'est intéressant, puis ça montre c'est quoi qui est en train d'arriver, en fait. Ouais. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a une réaction à l'intérieur du NPD contre cette stratégie qui n'a pas fonctionné pantoute, de recentrage. Puis les gens, ils cherchent quelque chose de nouveau. Tu sais, Avi Lewis n'était pas le candidat endossé par la bureaucratie du NPD, on peut dire. Il y avait d'autres candidats qui avaient l'appui de des figures bien connues. Puis c'est lui qui a gagné parce qu'il représente le changement. Tu sais.
Fait que peu importe ce qu'on pense de son programme, puis on peut le critiquer, mais c'est le phénomène, là, objectivement, qui est en train de se passer dans le NPD, c'est ça. Il y a comme un changement de garde. Ouais, mais puis ça reflète, c'est ça, que la vieille garde du parti est complètement discréditée, parce qu'après Mulcair, ça a continué sous Jagmeet Singh, puis ça, c'est le clou du spectacle, c'était l'entente avec les libéraux pour appuyer le gouvernement minoritaire de Trudeau de l'extérieur. Puis ça fait que le NPD, littéralement, était impossible à distinguer du Parti libéral. Ils étaient presque le Parti libéral. C'est tant qu'il y ait du vote pour les libéraux. Ben oui, c'est ça. Puis c'est devenu ça la logique aux élections de 2025. Tu avais Carney qui représentait une rupture avec Trudeau, Pierre Poilievre. Puis les seuls qui étaient entachés du gouvernement Trudeau, c'était Jagmeet Singh et le NPD. Ils portaient le poids de Trudeau plus que les libéraux. Oui, exactement. Donc ça, c'est l'échec complet de la politique de recentrage, comme tu viens de le mentionner. Puis c'est similaire à ce qui s'est passé au sein de Québec solidaire. Québec solidaire est dans le tapis. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Ils ont essayé de s'adapter à l'establishment, d'être plus un soi-disant parti de gouvernement, puis personne ne les prend au sérieux. Fait que non, effectivement, Avi Lewis, ça représente une rupture avec ça. Mais effectivement, il y a la question, tu le mentionnais tantôt, son programme des épiceries publiques, une entreprise publique de télécommunications, tout ça. Puis ça pointe vers la faiblesse, en fait, de son programme. Parce que oui, il parle périodiquement de socialisme et du système capitaliste, l'échec du libre marché, l'échec du marché. Mais ses propositions, c'est d'avoir des sociétés d'État qui font compétition avec des entreprises privées. Fait que c'est non seulement pas suffisant, mais il faut aussi comprendre que toute tentative de s'attaquer au secteur privé, évidemment, eux, ils vont résister. Puis il y a une logique politique derrière ça, que la classe dirigeante, les capitalistes, veulent pas d'un gouvernement de gauche qui réussit à accomplir quelque chose, en fait. Ouais, puis c'est sûr que, tu sais, plus d'entreprises publiques qui se font pas des milliards de dollars de profit sur notre dos, puis qui nous permettraient de baisser les prix, etc. Bien sûr qu'on est en faveur de ça, ouais. Même si c'est pas le socialisme total immédiatement, t'sais. Mais la question, c'est comment tu arrives à ça? Comment tu y arrives? Puis l'exemple, je pense, dans son programme où c'est le plus facile à comprendre, là, la limite de ce qu'il propose, c'est les télécommunications. Fait que, tu sais, au Québec, il y a Bell, Vidéotron, qui ont un énorme réseau de fibres optiques, puis de machin, tu sais, une infrastructure très complexe. Puis là, tu dis, on va créer une nouvelle entreprise publique. Est-ce que ce qui est proposé, c'est de reconstruire de zéro des nouveaux fils, tu sais, c'est difficile à croire que c'est ça qui va arriver. Alors, ce qui pourrait arriver, c'est juste que cette entreprise publique paye les entreprises privées pour avoir accès à leur réseau d'infrastructures préétabli, tu sais. Et là, c'est comme, pourquoi est-ce qu'on ferait pas juste nationaliser ces entreprises privées-là, puis dire, bon, ben, on va enlever ça du secteur privé, parce que c'est des choses qui sont trop importantes pour la population, on devrait les gérer démocratiquement, rationnellement. Fait que c'est comme s'il y a comme une bonne idée, mais il s'arrête à mi-chemin. Puis c'est ça, la nationalisation des grands leviers de l'économie, c'est plus ça qui serait la voie vers l'avant. Oui, on a un bon article là-dessus sur son plan sur les télécommunications, écrit par notre camarade technicien qui est dans la salle avec moi en ce moment, qui nous aide à mettre le podcast. Le spécialiste. Oui, c'est ça. On va mettre l'article dans les notes, son article sur le plan d'Avi Lewis en ce qui concerne les télécommunications. Avec cette parenthèse, j'ai perdu mon fil. Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est ça. Ouais, puis il y a un autre problème peut-être rapidement avec la stratégie de créer des entreprises publiques pour faire compétition au privé. C'est que c'est pas assuré que ça va fonctionner puis que ça va faire baisser les prix. Un des exemples, c'est Post Canada. Post Canada, c'est une entreprise publique, évidemment. Puis là, il y a de plus en plus de compétition de des entreprises comme Intelcom puis toutes sortes d'affaires qui font des livraisons de colis. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a-tu fait baisser les prix? Je n'en suis pas sûr, mais ce que ça a fait, c'est que les conditions de travail à Amazon, à Intelcom, etc., sont terribles. Parce que c'est de cette manière-là que les entreprises privées réussissent à se faufiler dans le marché. C'est juste en coupant sauvagement les conditions de travail de leurs employés. Les entreprises privées vont toujours miner le secteur public. Puis en fait, là où je m'en allais avec ça, c'est dire, est-ce qu'on est d'accord avec les idées qu'ils proposent? Moi, je pense qu'on est d'accord avec l'esprit de ce qu'ils proposent. Quand ils parlent de réduire les prix de la téléphonie, tout ça, qui sont super cher au Canada comparé au reste de l'Occident. Ouais, c'est fou. Réduire les prix dans les épiceries. Ça, on est d'accord avec ça. La question, c'est est-ce que ces entreprises publiques vont marcher? Puis il y a des gros doutes là-dessus. Mais en fait, je vais retourner à quelque chose que tu as dit au début, c'est que la présence d'Avi Lewis à la tête du NPD, en ce moment, ça n'a pas galvanisé des centaines de milliers de personnes. Ça passe relativement inaperçu. Mais là, il a une tribune pour mettre ces questions-là à l'ordre du jour. Puis effectivement, ça ouvre la discussion sur le système capitaliste, sur l'échec complet du système. Donc, c'est possible
que sur cette base-là, Avi Lewis gagne en popularité parce qu'il est tellement différent de Mark Carney et de Pierre Poilievre aussi. Poilievre qui tend toujours à se présenter comme un défenseur des travailleurs, mais au bout du compte, ses propositions, c'est de réduire les taxes sur les grandes entreprises, tout ça, de faciliter la vie aux grandes entreprises. Ça n'a rien à voir avec aider la classe ouvrière. T'sais. Mais donc, Lewis ouvre la possibilité de discuter de la lutte contre le système capitaliste. Ben c'est ça. Puis, fait que, comme on discutait, le NPD, ils se sont recentrés. Fait que relativement, ils ont tourné vers la droite pendant des années. En fait, un peu depuis le début de leur existence. Je ne sais pas si les gens savent, mais le NPD a suivi un parti qui était le CCF, qui était plus à gauche. Oui, lui, il parlait d'éradiquer le système capitaliste. Ouais. Exactement. Qui est un parti réformiste, mais socialiste, réformiste, on pourrait dire. Bref, fait que, c'est l'histoire du NPD, c'est toujours se tasser de plus en plus vers la droite. Puis là, Avi Lewis, c'est comme un exemple de quand les gens disent « OK, non, là, c'est assez ». Fait que ça veut pas dire que ça va s'arrêter à Avi Lewis, en fait. Ça va créer un débat, ça va amener ces questions-là dans le paysage politique. Puis qu'est-ce qui va arriver après? On sait pas. Ça peut être dans le NPD, ça peut être à l'extérieur, whatever. Mais le point, c'est qu'il représente le début d'une réaction des travailleurs, des gens, des militants de la base qui sont tannés de fausses promesses puis du recentrage, tu sais. C'est ça qui est intéressant. En fait. Oui, c'est ça. Puis effectivement, ça s'inscrit dans la vague de Zoran Mamdani et compagnie. Mais au Canada, on est au tout début de ce processus-là. Après des années, des décennies de virage à droite dans le mouvement syndical, dans les partis comme le NPD, QS. En général, un recul des idées socialistes sous toutes ses formes et du marxisme aussi. Ça fait des décennies que ça dure. Mais là, sous la pression immense de la crise du coût de la vie, la crise du logement, mais les gens questionne le système capitaliste. Puis comme tu as dit, ça, Avi Lewis, c'est le début de ce processus-là. C'est ça que fondamentalement, ça représente. Puis Thomas Mulcair, je sais pas pourquoi il est autant dans les médias, là, c'est vraiment... insupportable. C'est un loser, là, c'est-à-dire il n'a rien accompli politiquement. Il a perdu, littéralement. Mais il n'est pas complètement fou non plus. Il disait dans un de ses articles, son article en anglais sur CTV, il disait... Avi Lewis tient quelque chose avec ses plans de nationalisation des produits pharmaceutiques aux épiceries. C'est pas vraiment la nationalisation qu'Avi Lewis propose, mais peu importe. Mulcair dit « Les jeunes d'aujourd'hui ciblent le capitalisme comme la source de tous leurs maux, tous les maux, des guerres au climat, et on sent une ambiance très années 60 sur de nombreux campus. » Là-dessus, Mulcair, pour une fois, il a raison, qu'il y a cette colère-là, surtout chez les jeunes, qui est de plus en plus dirigée, et avec raison, contre le système capitaliste. Donc, sur cette base-là, on l'a déjà dit, c'est possible qu'Avi Lewis grandisse, mais ouais, c'est juste le début, tu sais. Puis, je pense que c'est ça c'est quoi notre parti pris? C'est quoi notre position là-dessus au PCA? C'est de dire que oui, il y a quelque chose de positif au fait d'ouvrir la conversation sur le socialisme, sur les nationalisations, mais que et donc, on va soutenir n'importe quel pas en avant progressiste fait dans la lutte contre le système capitaliste, mais aussi pointer les limites du programme de quelqu'un comme Avi Lewis. Du fait que, ultimement, son programme, je dirais, il tend à pas confronter de front le système. C'est faire compétition privée. Comme essayer de trouver un espace à côté des grands monopoles privés, etc., pour un peu améliorer les choses. Mais tu peux pas confronter le capitalisme par le côté. Il est là. C'est ça la société, c'est ça le système qui domine. Puis dans un cas où Avi Lewis devenait populaire, ferait monter le NPD dans les sondages, se ferait élire lui-même, c'est sûr qu'il y aurait un barrage d'attaques contre lui. Ce qu'on a vu la semaine passée dans les médias anglophones surtout, c'est juste le début. Avi Lewis, il est encore un nobody, soyons francs. Mais s'il venait à surfer sur une vague de popularité, tu peux être sûr que les médias s'en donneraient à cœur joie. Un socialiste, un communiste, tout ça. Puis ce qui est drôle des fois, c'est que des attaques comme ça peut le rendre plus populaire, en fait. Parce que les gens disent « Ah ben oui, il est contre le système qui ne marche pas. I'm in. » Où est-ce que je signe? Fait que, mais il faut que tu aies un plan pour mobiliser les gens qui se mettraient derrière toi contre tout l'establishment politique, mais aussi les capitalistes qui font des grèves de capital, toutes sortes de choses. Puis on le voit en miniature avec Zoran Mamdani. Pas tant de miniature. Puis qui est déjà forcé à reculer, d'ailleurs. Oui, exactement. Il est déjà forcé à reculer. Puis pourtant, il y avait une armée de bénévoles derrière lui. Tu peux mobiliser ce monde-là. Tu peux penser à faire des grèves, à faire des manifestations, etc., pour faire plier la classe dirigeante, mais c'est pas vraiment ça leur vision. C'est socialiste démocratique qu'ils disent, mais c'est socialiste réformiste. C'est plus de comme respecter la légalité, puis on va y arriver petit pas par petit pas. Donc, il faut être prêt à cette confrontation-là. Ouais. Puis l'autre truc, la petite parenthèse aussi, c'est la lutte, ou disons
les dynamiques au sein du NPD. Parce que, Avi Lewis a gagné haut la main, 56%, le plus haut nombre de votes dans une course à la chefferie du NPD, dans l'histoire du parti. Ah ouais, hein? Donc, c'est significatif. Mais dans son parti, et surtout dans les partis provinciaux dans l'Ouest, ils sont contre Avi Lewis. T'sais. Donc, il y a des contradictions au sein du parti, des gens qui n'aiment pas ses idées plus radicales, plus à gauche. C'est Wab Kinew, je pense, qui est le premier ministre du Manitoba, c'est ça? Oui, mais c'est pas lui le pire, en fait. Lui, il est même un peu plus à gauche au sein des NPD provinciaux. T'sais. Mais c'est plus en Saskatchewan puis en Alberta, où tu as le NPD en Alberta a récemment passé un nouveau règlement au sein du parti qui ne sont pas obligés d'être membres du Parti fédéral. Puis la déclaration du NPD albertain et saskatchewanais. Finalement. Oui, ils ont attaqué Avi Lewis, même plus que Carney et Poilievre. Parce que pour eux, ça, c'est peut-être une. Tant qu'à ouvrir la parenthèse, ouvrons-la, c'est qu'ils accusent Avi Lewis de vouloir nuire à l'industrie pétrolière et gazière, à vouloir tout fermer, cette industrie-là. Ce qui est une exagération, là, Avi Lewis ne propose pas de fermer l'industrie pétrolière, mais c'est vrai qu'il parle de transition énergétique. Mais aussi, c'est assez vague. Il ne propose pas de plan clair pour qui pourrait rassurer les travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière. En gros, juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent, si j'ai bien compris, ce qu'il propose, c'est on va créer des millions d'emplois dans le secteur des énergies vertes. Puis, ces emplois-là, ça va être préférentiel pour les travailleurs de l'industrie pétrolière, fait qu'ils vont pouvoir transiter d'un à l'autre. Mais premièrement, comment tu vas faire pour créer ces millions d'emplois-là sur la base de des taxes? Ils proposent genre 2% ou je sais pas quoi, là, comme des petites taxes, dans le fond, sur les plus riches. C'est pas assez pour créer cette industrie-là. Mais aussi, c'est pas comme un plan rationnel où tu pourrais dire, OK, on nationalise, nous, c'est ça qu'on proposerait, on nationalise l'industrie énergétique, puis avec les travailleurs dans ces industries-là, on réoutille notre industrie, on change l'industrie de l'intérieur, fait que tout le monde garde sa job, puis même on améliore les conditions. Fait qu'il y a comme un début d'une bonne idée, mais ça va pas jusqu'au bout. Oui, puis moi je pense qu'il y a un concert de calomnie là, de la droite dans l'Ouest et du NPD provincial saskatchewanais et albertain là, contre Avi Lewis qui veut fermer l'industrie. Mais je veux dire, moi si j'étais Avi Lewis, si j'étais dans cette situation-là, ce que je dirais, quand il se fait attaquer, tu veux fermer l'industrie pétrolière, je dirais, s'il y a des travailleurs qui nous écoutent, I got your back. On est le parti des travailleurs, on est le parti de la classe ouvrière. C'est les barons du pétrole qui s'en mettent plein les poches sur votre dos. Puis nous, ce qu'on propose, c'est nationaliser le secteur énergétique, de pleinement le prendre sous contrôle, le mettre sous contrôle des travailleurs, puis comme ça, orchestrer une transition. T'sais. Je pense que c'est comme ça que tu coupes court aux attaques de la droite et de la droite au sein du NPD, en fait, puis que tu prouves que tu es un parti des travailleurs, qu'il n'y a pas cette prétention de détruire plein de jobs comme la droite l'attaque. Mais donc, c'est ça. Je pense que c'est ce discours-là. Puis la question de la nationalisation qui permettrait de couper court à toutes ces attaques-là. Puis ça pointe vers quelque chose qui manque dans son programme, dans ses idées. C'est cette question-là des nationalisations. Il propose, je pense, pour les maisons de soins longue durée ou des soins pour personnes âgées. C'est énormément populaire. Mais comme on disait tantôt, pourquoi pas les épiceries? Pourquoi pas nationaliser la compagnie de Galen Weston, IGA, les grandes épiceries? Je pense pas que personne va pleurer parce que Galen Weston a perdu son empire. C'est ça, la famille Rogers, Bell et compagnie. T'sais. Pourquoi on devrait les laisser nous plumer à chaque mois sur nos contrats de cellulaire et tout ça? Tout ça devrait être pris sous contrôle public, c'est ça, puis sous le contrôle des travailleurs, ultimement. Fait que peut-être pour fermer ce sujet-là, fermer l'épisode, c'est ça, c'est Avi Lewis représente le début du processus de virage dans la société, c'est-à-dire il y a cette colère ambiante-là qui cherche à s'exprimer. Puis après des décennies de virage à droite dans le mouvement ouvrier, il y a le début d'un virage à gauche, en fait. Puis je pense que la tâche des communistes, c'est suivre ce processus-là, appuyer les pas en avant, puis critiquer les limites, en fait, puis démontrer par ces événements-là que, ultimement, il faut renverser le système pour résoudre ces problèmes-là, en fait. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent voient le lien entre... On a ouvert en parlant de la chefferie, la CAQ, puis là, après ça, communautaire à bout. Puis là, on parle de Avi Lewis, mais tout ça, c'est un peu... c'est les perspectives pour notre époque, mais on voit, dans le NPD, ils ont essayé de tuer le socialisme, en fait, mais ça revient par la porte d'en arrière parce que les contradictions sont trop grandes. Mouvement communautaire, comme je disais, ils ont essayé de un peu intégrer ça dans l'État et tout, mais l'idée que, non, ça devrait être les gens, la population qui décide, elle revient. Puis là, la lutte des classes revient. Ça passe dans le mouvement communautaire, mais c'est aussi le mouvement syndical, etc. Fait que partout, tu vois que ces contradictions-là dans le système, qui sont objectives, s'expriment de diverses manières, que ce soit dans la sphère politique ou sur le front économique.
Puis ça, c'est un avant-goût, parce que ce n'est que le début, là. C'est un avant-goût de la période dans laquelle on entre. On va avoir un nouveau premier ministre très bientôt. Après ça, probablement un nouveau parti au pouvoir. Puis ça va brasser parce que ce besoin objectif-là de nouvelle société où on prend vraiment soin de notre monde puis qu'on ne laisse pas des monopoles nous plumer, comme tu disais, à toutes les fins de mois, ce besoin objectif-là, il est là. Puis il grandit. Ouais. Fait que c'est à ça qu'il faut qu'on se prépare. Tu sais. Ouais. C'est très bien dit. Ça me fait penser à la phrase attribuée à Victor Hugo. Il n'y a rien qui peut bloquer une idée dont l'heure est venue. T'sais. Puis je pense que c'est le cas des idées marxistes, des idées du socialisme, qui vont refaire leur chemin dans la tradition ouvrière au Québec et au Canada. Mm-hmm. On arrête là-dessus? Oui, je voulais juste dire, on l'a pas mentionné, le mouvement communautaire, il y a une manifestation dans 2 jours, dimanche, devant le congrès de la CAQ, justement, fait que ça va être pas pire drôle, puis on va avoir des camarades du PCR qui vont y être, fait que c'est certainement pas terminé. Puis il y a aussi le 1er mai, bien entendu, qui s'en vient. Premier et au Québec, ça va être le 2 mai, la grande manifestation syndicale à Montréal. On va y être. Puis je voulais juste inviter des gens qui nous écoutent, si vous n'êtes pas déjà actifs avec le PCR ou pas en contact avec nous, nous, ce qu'on propose, là, c'est que dans les syndicats, pour donner l'exemple du 1er mai, ça nous prend une direction révolutionnaire qui est à la hauteur de ce qu'on vient d'expliquer. T'sais. Puis il faut commencer maintenant à la construire. Fait que c'est un peu notre appel pour le 1er mai. C'est réfléchissez à ça. Puis si vous êtes d'accord que ça prend de ramener ces idées socialistes, communistes, révolutionnaires, bien, peut-être vous avez votre place avec nous. Puis joignez-vous à nous à la manifestation ou à celle en fin de semaine à Drummondville, c'est à Drummondville. Puis on va construire ce mouvement-là. J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, Simon. C'était le fun de t'avoir aujourd'hui. Et on se revoit tous très bientôt pour un autre épisode de Parti pris.